Le 8 septembre 1941, les dernières routes terrestres menant à Leningrad sont coupées. La Wehrmacht allemande et les forces finlandaises encerclent complètement la deuxième plus grande ville de l'Union soviétique. 3 millions d'habitants se retrouvent pris au piège. Personne ne sait encore que ce siège durera 872 jours et deviendra le plus long de l'histoire moderne. Hitler a donné des ordres clairs. Ne pas entrer dans la ville, mais l'affamer jusqu'à la mort. Leningrad doit être rayé de la carte. Les bombardements commencent le 4 septembre. Les obus pleuvent sur la ville sans interruption. Le 8 septembre, un raid aérien allemand frappe les entrepôts Badaïev, le principal centre de stockage de nourriture de la ville. Des milliers de tonnes de farine, de sucre et d'huile partent en fumée. L'incendie est si violent qu'il illumine le ciel nocturne. Les habitants comprennent alors l'ampleur de la catastrophe qui les attend. La ville n'a des réserves que pour un mois. Le système de rationnement est immédiatement mis en place. En septembre 1941, les ouvriers reçoivent 600 grammes de pain par jour, les employés 400 grammes, les enfants 300 grammes. Ces rations vont diminuer chaque semaine. En octobre, les problèmes d'approvisionnement deviennent graves. En novembre, c'est la famine qui s'installe. Le 21 novembre 1941 marque le jour le plus sombre du siège. Les soldats au front n'ont droit qu'à 500 grammes de pain par jour, les ouvriers à 250 grammes, les employés et les personnes à charge à 125 grammes. 125 grammes, c'est à peine 3 tranches de pain. Et ce pain n'est même pas fait de farine pure, il contient de la cellulose, du coton, de la sciure de bois. Le goût est amer et la texture collante. Mais c'est tout ce qu'il y a. Les habitants ne tardent pas à comprendre qu'ils doivent trouver d'autres sources de nourriture s'ils veulent survivre. Les animaux domestiques disparaissent en premier. Les chiens et les chats sont tués et mangés. Ensuite, ce sont les rats, les pigeons, les corbeaux. Une enseignante témoigne, il ne restait plus un seul chien ni un seul chat dans la ville, même les rats et les pigeons avaient été mangés. Mais quand il n'y a plus d'animaux, que manger ? Les gens se tournent vers tout ce qui contient de la matière organique. La colle d'os récupérée dans les usines devient un aliment de base. Elle est bouillie pendant des heures à feu doux, l'odeur est insupportable, puis on la sale, on la poivre, on ajoute du vinaigre et de la moutarde pour masquer la puanteur. La colle des papiers peints est arrachée des murs et bouillie. Le cuir devient comestible. Les semelles de chaussures, les ceintures, les sacs sont découpés en morceaux, bouillis pendant des jours entiers jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres. Le processus peut prendre 1 semaine. On change l'eau plusieurs fois pour enlever les produits chimiques utilisés dans le tannage. Au final, on obtient une gelée sombre qui n'a aucun goût, mais qui remplit l'estomac. La farine d'os, normalement utilisée comme engrais, est récupérée et transformée en une sorte de pain. Le cirage organique à chaussures est consommé. Les cosmétiques qui contiennent de la glycérine sont ingérés. La vaseline et le lard utilisés pour frotter les coques des navires dans les chantiers navals sont grattés et mangés. Les gens mâchent du bois, avalent du papier, font bouillir le cuir de leurs meubles. Le taux de mortalité est 3 fois moins important que la moyenne parmi les ouvriers fournissant Leningrad en pain. Il est quasiment nul parmi les employés travaillant pour l'usine de fabrication de margarine. Cette statistique révèle une vérité cruelle. Ceux qui ont accès à la nourriture survivent, les autres meurent. Le marché noir explose. Un tapis persan peut se négocier contre 2 petites tablettes de chocolat. Une montre en or s'échange contre 5 ou 6 pommes de terre. Les gens vendent tout ce qu'ils possèdent pour quelques grammes de nourriture. Décembre 1941 est le mois de l'horreur absolue. Près de 40 000 personnes décèdent en décembre, en janvier et février 1943. Les chiffres atteignent 100 000 chaque mois. Les cadavres jonchent les rues. Les gens tombent d'épuisement en marchant et ne se relèvent plus. Les morts s'accumulent dans les appartements car les familles n'ont plus la force de les transporter. Les corps gelés sont empilés comme du bois devant les cimetières. La terre est trop gelée pour creuser des tombes. Les températures descendent à -30, parfois -40 degrés. L'eau courante est coupée en 1942. Les systèmes d'approvisionnement en eau de la ville ont été bombardés par les Allemands. Les habitants doivent percer la glace de la Neva pour obtenir de l'eau. Ils marchent des kilomètres avec des seaux,
glissent sur la glace, tombent. Beaucoup meurent en chemin. L'électricité est coupée. Les appartements sont plongés dans le noir absolu. Le chauffage ne fonctionne plus. Les gens brûlent leurs meubles, leurs livres, leurs parquets pour se chauffer quelques heures. Durant le siège, les coupures totales de courant étaient obligatoires à Leningrad, toutes les lumières étant éteintes la nuit afin que l'aviation ennemie n'ait aucun repère dans la ville. Les habitants plaçaient des éléments rétro-réfléchissants, surnommés papillons, sur leurs vêtements pour se voir dans les rues obscures. Ces papillons, fabriqués avec du métal et du plastique recouverts d'une substance à base de radium, luisaient dans le noir. C'était le seul moyen de ne pas se perdre dans les rues sombres de la ville morte. Les transports publics ne fonctionnent plus. Les luges deviennent le principal moyen de transport durant le siège. Les habitants les utilisent pour transporter leurs affaires, mais aussi pour acheminer les corps des défunts au site d'inhumation. Ces petits traîneaux d'enfants, autrefois utilisés pour jouer dans la neige, deviennent des corbillards improvisés. On voit des femmes épuisées traîner le corps de leur mari, des enfants tirer celui de leur mère. La faim fait perdre la raison. Les gens deviennent obsédés par la nourriture. La faim devient l'unique obsession. Les files d'attente sont interminables. On passe des heures à faire la queue pour obtenir sa ration quotidienne de 125 grammes de pain. Les disputes éclatent pour quelques grammes. Les vols se multiplient. Plus de 17 000 affaires de vol sont jugées pendant le siège en raison des trafics en tout genre. Le vol de cartes de rationnement devient un crime capital. Perdre sa carte signifie la mort. Certains tuent pour voler ces précieux tickets. Des gangs se forment. Ils attaquent les gens affaiblis dans les rues sombres, les tuent pour leurs tickets de rationnement ou pour leur nourriture. Et puis il y a l'indicible, le cannibalisme. Dans les 6 mois qui suivent à la fin de l'année 1941, la police arrête environ 2000 personnes pour avoir consommé de la chair humaine. Les archives policières déclassées ces dernières années révèlent l'ampleur du phénomène. Mais combien d'autres n'ont jamais été dénoncés? Une femme note dans son journal « Nos voisins, une femme et son mari, s'étaient motte promis que celui qui mourrait le premier serait mangé par celui qui lui survivrait. Mais le mari n'a pas tenu, il n'a pas pu attendre. Il a tué sa femme et l'a mangée. » Un autre habitant écrit qu'il existe de nombreux cas de cannibalisme, de disparition d'enfants, voire de consommation de ses propres enfants. Les cadavres frais sont volés avant d'arriver au cimetière. Des morceaux de chair sont découpés sur les corps gelés abandonnés dans les rues. Des enfants disparaissent. La police découvre des gangs organisés qui vendent de la viande humaine sur le marché noir. Dans certains appartements, on trouve des morceaux de corps humains, stockés comme de la nourriture ordinaire. Le régime stalinien refuse d'admettre cette réalité. Officiellement, pendant 2 années, aucun Léningradois ne meurt de faim. Ils succombent aux désagréments, difficultés et autres privations. Le pouvoir préfère maintenir l'illusion d'un peuple héroïque et combatif. Les nécrologies sont réécrites. Les causes de décès sont maquillées. Mais dans les journaux intimes, dans les témoignages, la vérité apparaît. Tania Savicheva a 11 ans quand le siège commence. Elle vit avec sa famille dans un appartement de l'île Vassilievski. Sa sœur Nina travaille sur les lignes de défense et n'est pas présente quand la ville est encerclée. Son frère Léonide, qui a une mauvaise vue, travaille au chantier naval. Sa sœur Evguenia donne son sang pour les transfusions aux soldats blessés. Ses oncles Vassili et Alexei servent dans la défense anti-aérienne. La famille possède un petit carnet que Nina a utilisé comme journal. Quand l'hiver 1941 arrive et que la famine s'installe, Tania commence à l'utiliser différemment. Elle n'y écrit pas des réflexions ou des récits. Elle note simplement les dates et les heures de décès de ses proches. Genia est morte le 28 décembre à minuit. Grand-mère est morte le 25 janvier à 3 heures de l'après-midi. Leka est morte le 5 mars à 5 heures du matin. Oncle Lyocha est mort le 10 mai à 4 heures de l'après-midi. Maman est morte le 15 mai à 7h30 du matin. Les Savichev sont morts. Tout le monde est mort. Tania est toute seule. Ces 9 lignes résument l'horreur du siège. Une famille entière anéantie en quelques mois. Tania survit seule. Des voisins la recueillent. Elle est évacuée en 1942, mais son corps est déjà trop affaibli. Elle meurt à l'hôpital le 1er juillet 1944, quelques mois après la fin du siège.
Le carnet sera retrouvé par sa sœur Nina après la guerre. Il sera présenté au procès de Nuremberg comme preuve des crimes nazis. Aujourd'hui, il est exposé au musée d'histoire de Saint-Pétersbourg. Face à cette situation catastrophique, une seule route permet encore de ravitailler la ville, le lac Ladoga. C'est la dernière zone non contrôlée par les forces allemandes et finlandaises. Mais comment transporter des vivres et évacuer des civils à travers un lac? En été, de petits bateaux et des péniches tentent la traversée. Ils sont constamment bombardés par l'aviation allemande. Les capacités de transport sont limitées. Et quand l'automne arrive et que le lac commence à geler sans être encore totalement pris par la glace, plus rien ne peut circuler. Cette période est la plus meurtrière du siège. Aucun ravitaillement ne peut entrer. Le 17 novembre 1941, un groupe de soldats du 88e bataillon de construction de ponts se porte volontaire pour une mission suicidaire. Ils empruntent la glace fine du lac pour parcourir 30 km, balisant la voie. La glace craque sous leurs pieds. Ils s'attachent avec des cordes pour ne pas se noyer si la glace cède. Le vent glacial brûle leur visage. La poussière de neige les aveugle. Beaucoup craignent de tomber à travers la glace à chaque pas. Mais ils continuent. Ils plantent des poteaux pour marquer le chemin. Cette reconnaissance est un succès. Le 20 novembre 1941, le premier convoi de traîneaux tirés par des chevaux apporte des approvisionnements à la ville. La route de la vie est née. Peu après, des camions gaz AA commencent à circuler sur la glace. Ces véhicules soviétiques légers, surnommés Polutorka, transportent quelques centaines de kilos de vivres à chaque voyage. Les chauffeurs roulent lentement, fenêtres ouvertes, prêts à sauter si la glace cède. Beaucoup de camions tombent à travers la glace et disparaissent dans les eaux noires du lac Ladoga avec leur chargement et leurs conducteurs. La route fait environ 30 km. Durant l'hiver 1941 à 1942, la route de la vie fonctionne sur le lac gelé pendant 152 jours, jusqu'au 24 avril. Les convois circulent jour et nuit. Les Allemands bombardent constamment. L'artillerie allemande tire sur les colonnes de camions. L'aviation allemande mitraille les véhicules. Des explosions font voler la glace en éclats. Des camions prennent feu. Des hommes meurent gelés en attendant les secours après que leur véhicule soit tombé à travers la glace. Des défenses anti-aériennes sont installées directement sur la glace pour protéger les convois. Des avions de combat patrouillent dans les airs. Malgré tout, les pertes sont énormes. Certains survivants appelleront cette route la route de la mort, plutôt que la route de la vie. Mais cette route permet de sauver des vies. Environ 514 000 habitants, 35 000 soldats blessés, de l'équipement industriel de 86 usines, mais aussi des œuvres d'art et les collections des musées sont évacuées de Leningrad pendant le premier hiver de blocus. Des femmes, des enfants, des vieillards émaciés sont entassés dans des camions bâchés. Beaucoup sont à moitié conscients. Certains meurent pendant le trajet. Quand le camion arrive de l'autre côté du lac, on découvre parfois que la moitié des passagers sont morts de froid ou d'épuisement. Des voiliers sur glace sont également utilisés. Ces embarcations légères équipées de voiles et de patins glissent rapidement sur la surface gelée. Elles traversent le Ladoga en 20 à 25 minutes. Mais les gens n'y croient pas et demandent qu'on ne les abandonne pas sur la glace, doutant d'être déjà arrivés. De nombreuses femmes pleurent, convaincues qu'elles vont être laissées pour mourir sur le lac gelé. 10 minutes plus tard, une fois au chaud dans une isba de l'autre côté, elles étreignent et remercient chaleureusement les navigateurs. En juin 1942, un exploit technique supplémentaire est réalisé. Un oléoduc est posé sur le fond du lac Ladoga, long de 29 km, dont 21 km sous l'eau, à une profondeur de 12,5 mètres. Cette artère de la vie permet d'acheminer du carburant directement dans la ville. En août, un câble électrique traversant le lac commence à approvisionner Leningrad en électricité depuis la centrale de Volkhov. Pendant l'hiver 1942-1943, la route de la vie fonctionne à nouveau. Les Soviétiques tentent même de construire une voie ferrée sur la glace en décembre 1942. Les rails sont posés directement sur le lac gelé. Mais l'aviation allemande détruit la ligne en janvier 1943. Elle est reconstruite en février. Les Allemands la détruisent à nouveau. Au total, environ 1 300 000 personnes quittent Leningrad assiégées par la route de la vie, essentiellement des femmes et des enfants
des invalides et des personnes blessées ou malades. Des milliers de tonnes de vivres sont acheminées dans la ville. Cette route sauve Leningrad. Sans elle, toute la population serait morte de faim. Mais la vie continue dans la ville assiégée. Malgré la famine, le froid, les bombardements, les Léningradois maintiennent une forme de normalité. Les théâtres restent ouverts par intermittence. Les bibliothèques fonctionnent quand elles ont du chauffage. Des concerts sont organisés. Le compositeur Dmitri Shostakovich, dont Leningrad est la ville natale, commence à écrire sa symphonie numéro 7 pendant le siège. Il est évacué en octobre 1941, mais termine l'œuvre en pensant à sa ville. La partition est jouée à la Philharmonie de la ville assiégée en août 1942 par des musiciens passablement affaiblis. L'orchestre répète pendant des semaines. Certains musiciens sont tellement affaiblis qu'ils peuvent à peine tenir leur instrument. Ils s'évanouissent pendant les répétitions. Mais ils continuent. Le 9 août 1942, le concert a lieu. La salle est pleine de civils et de soldats squelettiques. La symphonie dure environ 1 heure. Shostakovich déclare dans un article de la Pravda « J'ai voulu écrire une œuvre sur les hommes de chez nous qui deviendront des héros dans le combat qu'ils livrent à l'ennemi au nom de la victoire. » Le concert est retransmis par haut-parleurs dans toutes les rues de la ville. Selon la légende, la musique est même entendue par les troupes allemandes. Ce jour-là, aucun obus ne tombe sur la ville pendant la durée du concert. Cette résistance culturelle fait partie de la propagande soviétique. Le pouvoir veut montrer que l'esprit de Leningrad ne peut être brisé. Les journaux continuent de paraître. La radio fonctionne, des équipes de nettoyage sont organisées. Quand en novembre 1941 les morts de faim deviennent nombreux, des équipes spéciales sont formées pour ramasser chaque jour des dizaines et des centaines de cadavres dans les rues. En mars 1942, tous les habitants aptes au travail sortent pour nettoyer la ville des ordures. En avril, le rétablissement des équipements collectifs commence. Mais cette apparence de normalité cache une répression brutale. Le régime stalinien ne tolère aucune critique. Ceux qui se plaignent ouvertement de la famine risquent l'arrestation. Les journaux intimes sont dangereux. Écrire la vérité sur les conditions de vie peut être considéré comme de la propagande défaitiste. Certains habitants disparaissent après avoir été dénoncés par leurs voisins. Le NKVD continue d'arrêter des ennemis du peuple même pendant le siège. Les autorités locales vivent dans un monde à part. Dans la ville assiégée, des rumeurs courent sur le train de vie somptuaire des dirigeants, de Zhdanov par exemple, premier secrétaire du Parti communiste de la ville. Pendant que le peuple mange du cuir et de la colle, les dirigeants ont accès à des rations normales. Cette injustice alimente la colère, mais personne n'ose la manifester ouvertement par peur de la répression. L'armée rouge tente de briser l'encerclement dès 1941, sans succès. Les offensives soviétiques se soldent par des échecs sanglants et des pertes énormes. En février 1942, une nouvelle contre-offensive est lancée. Elle est arrêtée par la Wehrmacht. Les soldats soviétiques meurent par milliers pour gagner quelques kilomètres. Hitler, confiant, retire 5 divisions blindées du front de Leningrad et les envoie en Crimée. Il pense que le reste de ses forces suffiront à maintenir le siège. Ce n'est qu'en janvier 1943 que l'armée rouge parvient à percer partiellement l'encerclement. L'opération Iskra, une offensive soviétique de grande ampleur des fronts de Leningrad et de Volkhov, débute dans la matinée du 12 janvier 1943. Après des combats extrêmement violents, les unités soviétiques s'emparent des zones fortifiées allemandes au sud du lac Ladoga. Le 18 janvier 1943, les deux fronts se rejoignent et ouvrent un couloir terrestre vers la ville assiégée. Ce couloir fait environ 10 km de large. Il est constamment sous le feu de l'artillerie allemande, mais il fonctionne. Des camions et des trains commencent immédiatement à approvisionner Leningrad. L'étau se dessert, mais le siège continue. La ville reste soumise aux bombardements aériens et aux tirs d'artillerie. Les conditions restent terribles. Ce n'est que le 14 janvier 1944 qu'une offensive soviétique majeure est lancée. 4 armées réparties entre le lac Ilmen et le lac Ladoga attaquent les positions allemandes. La résistance allemande est vive, mais les forces cèdent. Le 25 janvier, les généraux Kirill Meretskov et Leonid Govorov effectuent leur jonction.
En mars, les troupes allemandes sont repoussées à 250 km de Leningrad. Le 27 janvier 1944, le siège de Leningrad prend officiellement fin après 872 jours. Ce soir-là, ceux qui en ont encore la force sortent dans les rues pour voir les feux d'artifice qui marquent la libération. Mais beaucoup de voisins, d'amis, de proches ne sont pas là pour célébrer. Il ne reste qu'un sixième des 3 millions d'habitants qui peuplaient la ville avant le siège. 1 500 000 ont été évacués. Plus de 650 000 sont morts, principalement de faim. Le bilan humain est catastrophique. Ce blocus a entraîné la mort de 1 800 000 soviétiques, dont environ 1 million de civils. D'autres sources parlent d'1 million de civils et d'1 million de soldats. Les historiens débattent encore des chiffres exacts car de nombreux documents ont été détruits ou falsifiés. Ce qui est certain, c'est que le siège de Leningrad est l'un des événements les plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale. Plus de gens sont morts à Leningrad que lors des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki réunis. 2 fois plus que tous les Britanniques tués pendant la guerre. 4 fois plus que tous les Américains morts au combat. Après la guerre, Staline étouffe la mémoire du siège. L'héroïsme des habitants pourrait faire de l'ombre aux grands leaders. Leningrad était la ville de la Révolution où Staline n'avait pas vraiment brillé. Le musée de la Défense et du blocus de Leningrad est progressivement fermé et ne rouvrira qu'en 1989. Rien ne doit faire d'ombre à Staline, présenté comme le seul artisan de la victoire. Les survivants qui osent raconter la vérité sur la famine et les souffrances sont réduits au silence. La commémoration ne reprend qu'au début des années 1960, après la mort de Staline. Les fosses communes sont aménagées. Un grand cimetière mémoriel est inauguré à Piskaïovskoïa, où reposent 570 000 habitants de la ville. Le siège devient le cœur de la mémoire de la ville, symbole exalté de la défense du pays et du régime. À la fin des années 1970, la publication du livre du siège par Ales Adamovitch et Danil Granin, fondé sur des témoignages, rompt avec le discours officiel. Le livre ouvre la porte à la critique, à la souffrance réelle, derrière les images imposées du sacrifice et de l'héroïsme. Pour la première fois, les survivants peuvent raconter ce qu'ils ont vraiment vécu. Les historiens contemporains posent des questions dérangeantes. Staline a-t-il sacrifié les habitants de Leningrad pour mobiliser les armées nazies au nord? A-t-il vraiment essayé de lever le blocus ou a-t-il laissé la ville mourir? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'évacuation massive avant l'encerclement alors que l'avancée allemande était connue? Pourquoi les tentatives de ravitaillement ont-elles été si insuffisantes pendant les premiers mois cruciaux? Les réponses restent partielles. Ce qui est certain, c'est que l'impréparation face à l'avancée nazie, l'échec répété des tentatives d'évacuation, la difficulté à ravitailler la ville ont aggravé la catastrophe. Les choix opérés par Staline et les autorités locales ont ajouté à l'horreur. Les survivants du siège portent les séquelles toute leur vie. Beaucoup souffrent de problèmes médicaux permanents. Les privations extrêmes ont endommagé leurs organes. Les traumatismes psychologiques sont profonds. Certains ne peuvent plus jamais manger normalement. D'autres font des cauchemars pendant des décennies. Les femmes qui étaient adolescentes pendant le siège ont souvent des problèmes de fertilité. Lena Moukina, qui a tenu un journal intime pendant le siège à l'âge de 16 ans, survit et est évacuée en mai 1942. Elle travaille dans plusieurs usines après la guerre, mais ne peut jamais poursuivre ses études comme elle l'avait souhaité. Elle meurt en 1991, quelques mois avant la dissolution de l'Union soviétique. Son journal, donné anonymement aux archives en 1962, est redécouvert par l'historien Sergei Yarov et publié. Il devient l'un des témoignages les plus importants sur le siège. Le propre frère de Vladimir Poutine, Viktor, meurt en bas âge pendant le blocus. Cette tragédie familiale explique en partie pourquoi le président russe actuel utilise la mémoire du siège comme un outil politique puissant. La Grande Guerre patriotique reste au cœur de l'identité russe. Le sacrifice de Leningrad est exalté comme preuve de la supériorité morale du peuple russe face à l'envahisseur. Aujourd'hui, Saint-Pétersbourg vit encore au rythme de cette mémoire. Les cérémonies d'hommage sont grandioses. Les monuments sont nombreux. Le musée de la route de la vie, ouvert en 1972 au bord du lac Ladoga,
attire des milliers de visiteurs. Le monument Fleur de la vie, au kilomètre 3 de la route de la vie, porte gravées les inscriptions du journal de Tania Savicheva. Le monument Cercle brisé symbolise la fin du siège. Les historiens continuent de fouiller les archives. Des centaines de journaux intimes sont étudiés. Les témoignages des derniers survivants sont recueillis avant qu'il ne soit trop tard. Ces documents révèlent des détails que la propagande soviétique avait cachés pendant des décennies. L'un des aspects les plus troublants concerne la question du cannibalisme. Les archives du NKVD, déclassées après la chute de l'Union soviétique, montrent l'ampleur du phénomène. Les documents distinguent deux catégories: les personnes qui ont mangé de la chair humaine après avoir trouvé des cadavres et celles qui ont tué pour se nourrir. Les premières recevaient des peines de prison, les secondes étaient exécutées. Les témoignages décrivent une société au bord de l'effondrement. Une femme raconte comment sa voisine a tué sa fille de 4 ans, prétendant qu'elle était déjà morte de faim quand elle a commencé à découper le corps. Une autre habitante rapporte qu'un homme de son immeuble vendait des boulettes de viande sur le marché noir. Quand la police l'a arrêté, ils ont trouvé dans son appartement des morceaux de corps humains soigneusement découpés et stockés dans la neige. Des gangs organisés se formaient. Certains attiraient des gens affaiblis dans des immeubles déserts avec la promesse de nourriture, les tuaient, découpaient les corps et vendaient la viande. Les enfants étaient particulièrement vulnérables. Les mères qui envoyaient leurs enfants chercher de l'eau ou faire la queue pour le pain ne les revoyaient parfois jamais. La police de Leningrad créa des unités spéciales pour traquer ces criminels. Les patrouilles parcouraient la ville jour et nuit. Mais avec les forces de police réduites et beaucoup d'agents envoyés au front, la traque était difficile. Certains cannibales furent exécutés publiquement pour dissuader les autres. Mais la faim était plus forte que la peur. Un aspect moins connu du siège concerne les enfants qui ont perdu leurs parents. Des milliers d'orphelins erraient dans les rues, cherchant de la nourriture. Certains étaient recueillis dans des orphelinats improvisés, mais beaucoup mouraient de froid et de faim dans les ruines. Une enseignante raconte qu'elle trouvait régulièrement des corps d'enfants gelés dans les escaliers de son immeuble, morts en essayant de trouver un endroit chaud. Les usines continuaient à fonctionner malgré tout. Les ouvriers qui produisaient des armes et des munitions recevaient des rations légèrement supérieures, mais même cela ne suffisait pas. Les accidents du travail se multipliaient car les gens s'évanouissaient de faim devant leurs machines. Les cadences de production chutaient drastiquement. Mais l'usine Kirov continuait à fabriquer des chars, l'usine Elektrosila produisait des moteurs, l'usine Ijorsky fabriquait des canons. Les scientifiques de Leningrad travaillaient aussi. L'Institut de botanique possédait une collection de graines unique au monde, avec 200 000 échantillons. Pendant le siège, plusieurs botanistes sont morts de faim en protégeant ces graines qu'ils auraient pu manger. Ils préféraient mourir plutôt que de détruire ce patrimoine scientifique. Dmitri Ivanov, spécialiste des arachides, est mort entouré de sacs de cacahuètes. Alexandre Chtchoukine, expert en riz, est mort à côté de plusieurs tonnes de riz. Il savait que ces graines seraient essentielles pour reconstruire l'agriculture soviétique après la guerre. Le personnel médical effectuait un travail héroïque. Les hôpitaux manquaient de tout: médicaments, anesthésiques, bandages, désinfectants. Les chirurgiens opéraient sans anesthésie. Les infirmières utilisèrent de l'alcool ou de la vodka pour nettoyer les plaies. Les amputations étaient fréquentes car les gelures détruisaient les membres. Beaucoup de médecins et d'infirmières mouraient de faim en soignant leurs patients. Une maladie spécifique au siège apparut: la dystrophie alimentaire. Ce syndrome causé par une malnutrition extrême provoquait un œdème généralisé, une faiblesse musculaire extrême, une désorientation mentale. Les victimes avaient le visage gonflé, les jambes enflées, la peau tendue. Elles perdaient la notion du temps et de l'espace. Beaucoup mouraient subitement, leur cœur lâchant sans prévenir. Les médecins notaient que certaines personnes survivaient mieux que d'autres avec les mêmes rations. Ils découvrirent que ceux qui divisaient leur ration quotidienne en plusieurs petits repas vivaient plus longtemps que ceux qui la mangeaient d'un coup. Ceux qui restaient actifs physiquement, même faiblement, survivaient mieux que ceux qui restaient couchés. Ceux qui gardaient un but, une raison de vivre, tenaient plus longtemps. La psychologie de la survie fascinait les médecins. Certaines personnes s'effondraient mentalement
avant de mourir physiquement. Elles perdaient la volonté de vivre, refusaient de manger leurs maigres rations, se laissaient mourir. D'autres luttaient jusqu'au dernier souffle. Une femme raconte qu'elle se forçait à se lever chaque matin, à s'habiller, à se coiffer, même si elle n'avait nulle part où aller. Ce rituel la maintenait en vie. Les relations humaines se transformaient sous la pression de la faim. Certaines familles se serraient les coudes, partageant équitablement leurs maigres rations. D'autres se déchiraient. Des parents volaient la nourriture de leurs enfants. Des enfants laissaient mourir leurs parents pour garder leur carte de rationnement. Des couples qui s'aimaient se trahissaient pour quelques grammes de pain. Mais il y avait aussi des actes d'une générosité incroyable. Des gens donnaient leurs rations à des voisins plus faibles. Des mères sacrifièrent leur nourriture pour leurs enfants. Des médecins donnaient leur pain à leurs patients. Ces gestes de solidarité dans un contexte d'horreur absolue montrent la complexité de la nature humaine. Les artistes continuaient à créer. Des peintres réalisèrent des toiles représentant la ville sous les bombardements. Des écrivains notaient leurs observations dans des journaux. Des photographes documentaient la vie quotidienne malgré le danger. Ces œuvres constituent aujourd'hui un témoignage irremplaçable sur le siège. L'un des photographes les plus connus est Boris Koudoyarov. Ces clichés montrent la réalité brutale. Des cadavres dans les rues, des gens émaciés tirant des traîneaux, des immeubles détruits, des queues interminables devant les boutiques. Ces images ont été censurées pendant des décennies car elles montraient une réalité trop crue, incompatible avec l'image héroïque que le régime voulait promouvoir. La propagande nazie utilisait le siège comme preuve de la supériorité allemande. Les journaux allemands publiaient des articles affirmant que Leningrad était déjà morte, que ses habitants étaient réduits au cannibalisme, que la ville tomberait bientôt. Hitler déclarait que Leningrad devait être rasé et sa population anéantie. Les nazis considéraient les Slaves comme des sous-hommes qui ne méritaient pas de vivre. Mais cette propagande se retournait contre eux. Les habitants de Leningrad savaient qu'ils n'avaient aucune pitié à attendre des Allemands. Se rendre signifiait la mort. Cette certitude renforçait leur détermination à résister. Mieux valait mourir de faim dans sa ville que se livrer à l'ennemi. Les soldats soviétiques qui défendaient que la ville étaient eux aussi affamés. Les rations militaires étaient supérieures aux rations civiles, mais insuffisantes pour des hommes au combat. Les soldats affaiblis devaient tenir des positions, repousser des attaques, mener des raids. Beaucoup mouraient, non pas des balles allemandes, mais de l'épuisement et de la faim. Les positions défensives autour de la ville étaient rudimentaires. Les tranchées creusées dans le sol gelé étaient peu profondes. Les bunkers manquaient de bois pour être chauffés. Les soldats gelaient dans leurs positions. Les engelures étaient courantes. Certains perdèrent des doigts, des orteils, des oreilles. Les amputations se faisaient sans anesthésie dans des postes de secours de fortune. Malgré tout, l'armée rouge tenait. Les attaques allemandes étaient repoussées. Les contre-offensives soviétiques, bien que coûteuses en vies humaines, empêchaient que les Allemands de resserrer l'étau. Les soldats savaient que derrière eux, leurs familles mouraient de faim. Cette conscience les poussait à se battre avec l'énergie du désespoir. Quand le siège prend fin en janvier 1944, la ville est méconnaissable. Des quartiers entiers sont en ruine. Les bombardements ont détruit des milliers d'immeubles. Les canalisations sont gelées et éclatées. Les routes sont défoncées. Les ponts sont endommagés. Les arbres des parcs ont été coupés pour le chauffage. La ville est un champ de ruines habité par des fantômes. La reconstruction commence immédiatement. Staline veut que Leningrad retrouve sa splendeur. Des brigades de reconstruction sont formées. Les décombres sont déblayés. Les immeubles sont réparés. Les usines redémarrent. Les tramways recommencent à circuler. Les magasins rouvrent. La ville renaît lentement. Mais les cicatrices restent. Les habitants ne peuvent oublier ce qu'ils ont vécu. Une génération entière a été traumatisée. Les enfants qui ont survécu au siège portent les marques physiques et psychologiques de cette épreuve. Beaucoup développent des troubles du comportement alimentaire. D'autres souffrent d'anxiété chronique. Certains ne parlent jamais de ce qu'ils ont vécu, gardant le silence jusqu'à leur mort. Les soldats qui ont défendu la ville reçoivent des médailles. Tous les participants à la défense de Leningrad se voient attribuer la médaille pour la défense de Leningrad,
créée en décembre 1942. Plus de 1 500 000 personnes la recevront. Mais ces décorations ne peuvent effacer les souvenirs. L'histoire du siège de Leningrad pose des questions éthiques profondes. Jusqu'où peut aller un être humain pour survivre? Quelle limite morale persiste quand la mort est imminente? Le cannibalisme est-il justifiable dans des circonstances extrêmes? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Les témoignages des survivants montrent que la plupart des gens ont essayé de conserver leur humanité malgré l'horreur. Ils partageaient leur maigre nourriture avec leurs proches. Ils aidaient leurs voisins affaiblis. Ils refusaient de voler ou de tuer. Mais d'autres ont franchi toutes les limites. La faim a révélé le meilleur et le pire de l'humanité. Le siège de Leningrad reste un avertissement. Il montre ce qui peut arriver quand la guerre totale frappe une population civile. Les conventions de Genève interdisent aujourd'hui d'affamer délibérément des civils. Mais cette interdiction est régulièrement violée dans les conflits modernes. Des villes assiégées, des populations affamées, cela continue. Sarajevo a été assiégé pendant 1425 jours de 1992 à 1996, encore plus longtemps que Leningrad. Alep en Syrie a subi un siège brutal. Marioupol en Ukraine a été assiégée et détruite en 2022. L'histoire se répète. Les leçons de Leningrad n'ont pas été retenues. Les survivants de Leningrad insistent sur l'importance de la mémoire. Ils veulent que le monde n'oublie jamais ce qui s'est passé. Ils racontent leur histoire dans les écoles, participent à des documentaires, écrivent des livres. Ils savent qu'ils sont les derniers témoins. Quand ils disparaîtront, seuls resteront les archives, les photos, les journaux intimes. Le journal de Tania Savitcheva symbolise cette mémoire. 9 lignes qui résument l'anéantissement d'une famille, la disparition d'un monde. Ces mots simples, écrits par une enfant de 11 ans, ont plus de force que n'importe quel discours officiel. Ils disent la vérité nue, sans filtre, sans propagande. Aujourd'hui, quand on visite Saint-Pétersbourg, on peut suivre la route de la vie. Des bornes kilométriques jalonnent l'ancienne route sur la glace. Le musée retrace l'histoire de cette artère vitale. On peut voir des photos des convois, des restes de camions repêchés dans le lac, des témoignages de chauffeurs. On comprend l'exploit que représentait chaque traversée. Au cimetière de Piskaïovskoïe, des fosses communes s'étendent à perte de vue. 570 000 personnes y sont enterrées. La plupart sont anonymes. On ne connaît pas leurs noms, leurs histoires, leurs rêves. Ils sont juste des chiffres dans les statistiques du siège. Une stèle porte l'inscription « Personne n'est oublié, rien n'est oublié ». Mais peut-on vraiment se souvenir de 570 000 morts? Le siège de Leningrad démontre la capacité de résistance de l'être humain. Face à l'horreur absolue, des gens ont continué à vivre, à travailler, à créer. Des scientifiques ont protégé leurs collections. Des musiciens ont joué des symphonies. Des médecins ont soigné des malades. Des enseignants ont continué à enseigner. Cette détermination à rester humain, à ne pas se laisser réduire à l'état animal, est peut-être la plus grande victoire de Leningrad. Le siège a pris fin il y a 80 ans. Les derniers survivants ont aujourd'hui plus de 90 ans. Bientôt, il n'y aura plus personne pour témoigner directement. L'histoire passera des mémoires vivantes aux livres d'histoire. C'est pourquoi il est crucial de préserver ces témoignages, de les étudier, de les transmettre aux générations futures. Le siège de Leningrad n'est pas qu'une page d'histoire. C'est un rappel de ce dont l'humanité est capable, dans le pire comme dans le meilleur. C'est une leçon sur les horreurs de la guerre, sur l'importance de la paix, sur la nécessité de protéger les civils. C'est aussi un hommage à la résilience humaine, à la capacité de survivre contre toute attente, de conserver sa dignité dans les circonstances les plus extrêmes. 872 jours d'enfer. 872 jours où manger du cuir était un privilège. 872 jours où la frontière entre civilisation et barbarie s'est effacée. 872 jours qui ont marqué à jamais l'histoire de l'humanité. Leningrad a survécu, mais à quel prix? 1 million de morts, des dizaines de milliers de cannibales, des familles entières anéanties, une génération traumatisée, une ville transformée en charnier. Quand on regarde aujourd'hui les photos de Saint-Pétersbourg,
Cette ville magnifique avec ses palais, ses canaux, ses musées, on a du mal à imaginer qu'il y a 80 ans, ces rues étaient jonchées de cadavres, ses habitants mangeaient du cuir et de la colle, ses enfants mouraient de faim par milliers. Mais cette histoire fait partie de la ville. Elle est inscrite dans ses pierres, dans sa mémoire collective, dans l'âme de ses habitants. Le siège de Leningrad nous rappelle que la barbarie peut surgir à tout moment, même au cœur de la civilisation. Qu'une ville moderne, cultivée, développée, peut se transformer en enfer en quelques semaines. Que la faim peut réduire les humains à l'état de bêtes. Mais aussi que même dans les pires circonstances, l'humanité peut survivre, résister, se relever. Cette histoire doit être racontée, encore et encore. Pour honorer la mémoire des morts. Pour saluer le courage des survivants. Pour que jamais plus une ville ne connaisse un tel calvaire. Pour que les générations futures sachent ce qui s'est passé et fassent tout pour éviter que cela se reproduise. Le siège de Leningrad reste l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. 872 jours qui ont changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. 872 jours qui ont révélé les abîmes de cruauté dont l'homme est capable. 872 jours qui ont aussi montré que même face à l'anéantissement, l'esprit humain peut résister et survivre.